Salut, c'est Olivier Cachin pour un nouvel épisode du Rewind et un épisode exceptionnel puisque notre invité, alors quelques chiffres, 1 million de disques passés, 3 millions de passe-passe de cut, 1 milliard de scratch, 500 kilos de scotch, 5 continents, plus de 500 villes, on pourrait continuer longtemps. Ouais. On parle évidemment de Cut Killer, salut Cut, Bonsoir, ça va comment tu bien? vas? Bah super, Cut Killer, donc tu es dans l'actualité à plus d'un titre, d'abord parce qu'il y a la ressortie de tes mixtapes en vinyle. Oui, exact. Ça, c'est un élément important. Et puis, il y a ce livre 30 ans de culture hip-hop, donc Mixtape 2.0. C'est toute ta vie Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve dans ce livre? Oui, c'est toute ma vie. Non, on va dire que c'est en fonction de la manière. Parce que, tu sais, moi, je suis ces livres, hein, quand même, d'accord. Il en a fait 70. Moi, j'arrive avec un livre. Mais c'est vrai que, sorti du confinement, comme Joey était en train de finaliser son petit Didier, l'opportunité était sortie de confinement d'écrire quelque chose, en fait, une histoire. Et au départ, je m'étais bien pris la tête en me disant de quoi je vais raconter, qu'est-ce que je vais raconter, comment je vais le raconter. Et finalement, à travers effectivement ma vie, comment un petit DJ marocain qui est devenu Cut Killer a fait son petit bonhomme de chemin avec cette culture qui est le hip-hop, parce qu'on a grandi avec ça et c'est ce qui nous a formés aussi. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et par contre, à la différence des tiens, moi j'ai mis beaucoup de photos. C'est pas mal. Alors oui, on apprend plein de trucs, notamment déjà que tu t'appelais pas Cut Killer au début, tu avais un autre nom un petit peu plus rocambolesque. En fait, ce qui est intéressant quand tu intègres ce mouvement hip-hop, c'est qu'il fallait avoir un pseudonyme. Et ça nous donnait en fait une opportunité d'avoir une seconde vie, entre parenthèses. Et ce mouvement-là, c'était super intéressant parce que du coup, on pouvait effectivement marquer avec le tag ou la danse ou la manière dont tu veux officier, parce qu'il y avait le beatbox et le rap et les DJ, et trouver un surnom, c'était intéressant. Et j'avais trouvé un nom américain qui était super cool, un mec qui s'appelait Cool Herc. Et en fait, j'ai creusé un peu, il s'appelait Cool Hercule, et je dis ah ouais, c'est pas mal, je vais reprendre ce nom-là en changeant HERC en EARK. C'est que après, à partir du moment où j'avais envie de devenir DJ, que je me suis dit mais Cool Herc, c'est pas le premier DJ finalement. Oh la dinguerie! Et donc du coup, il fallait trouver un autre surnom. J'ai trouvé Cut Killer. Alors donc plein d'anecdotes, plein de photos, comme tu disais, toute une vie en fait. Il y a tout le monde, il y a tous les DJ, il y a toutes les compilations, toutes les mixtapes. Tout ce qui m'a fait marquer en fait. Photo de ton premier Walkman, le Sonic, se rappelleront les fans des 80s et des 90s, Michael Jackson, Genesis, Phil Collins, James Brown, ZZ Top, comme toi, éclectique. Ouais, complètement. Années 80, on grandit avec ça et puis on est marqué bien évidemment par la funk et c'est vrai que le Walkman cassette nous donne l'opportunité d'écouter des albums en entier et puis si on pouvait enregistrer à la radio des morceaux qu'on pouvait ne pas retrouver comme les émissions de Dynasty ou autres, on se disait que c'était vraiment c'était notre premier téléphone portable finalement, mais le premier iPod finalement, mais on pouvait pas emmener 14 cassettes à chaque fois, on avait une ou deux mais max, mais on pouvait se faire ses propres compilations en enregistrant des morceaux. Mais ça c'est effectivement un pan de ma vie des années 80, 90 qui marque en fait ce que le hip-hop est devenu aujourd'hui. Donc 30 ans de culture hip-hop, une culture hip-hop qui pour toi commence au mix et puis avec ces fameuses mixtapes qui, je le disais, sont rééditées. D'ailleurs, on voit à l'écran au moment où on parle Lunatic et IAM, c'est les deux premiers disponibles. Et puis, parce que c'est un petit peu l'ADN du Rewind, on va faire une petite rétrospective des 5 albums les plus importants pour toi. Bon, il y en a un peu plus de 5 ici, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on commence Rewind numéro 1 avec Cut Killer. C'est parti, c'est maintenant. Alors Cut, le premier, c'est on est dans les années 80. Ouais. Paid in Full, Eric B. Rakim. Alors c'est vrai que pour beaucoup de gens qui ont connu cette époque, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un game changer, l'album qui vraiment va tout changer. Pourquoi tu as choisi cet album spécialement et qu'est-ce qu'il a représenté pour toi? À cette époque-là, on écoute beaucoup Dynasty qui nous donne beaucoup de direction. Il y a beaucoup d'artistes, notamment moi, je mettais forcément le Public Enemy aussi en avant. Run DMC, Beastie Boys, ce sont en fait une génération. LL Cool J, ça c'est une génération qui m'a marqué bien évidemment. Mais le Eric B. Rakim,
C'est déjà le premier morceau, le Paid in Full, qui, quand on arrivait au Globo, qui était le fameux club hip-hop à l'époque, géré par Massadian et Dynasty au platine, entre autres, et ben, en fait, ce morceau-là, il faisait réunir tout le monde direct sur la piste de danse. Et moi, j'étais là, je fais, putain, mais chaque vendredi, à chaque fois qu'il met ce morceau, personne ne danse, mais quand il met ce morceau-là, bah, ça m'avait tué. Je fais, oh putain, génial. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I get deeper, but still coming up with lint. So I start my mission. J'avais acheté cet album et directement je tombais amoureux du flow de Rakim et la manière dont notre ami Rigby, qui faisait des cuts relativement simples, hein, mais qui étaient intégrés à la musique. Du coup, je trouvais ça super intéressant. Et je me suis marié avec ce disque et je ne l'ai plus lâché parce que c'est devenu un de mes albums cultes. Notamment parce que Rakim, c'est un des premiers rappeurs qui, de manière lyriciste, arrive à avoir des rimes transcendantes sans insulter qui que ce soit. Et puis il pose l'ambiance aussi, il y a quelque chose d'un peu plus lent, d'un peu plus menaçant dans la voix. C'est vrai que c'est... Ah là, mais c'était un patron à l'époque. Hein. D'ailleurs, beaucoup de rappeurs ne se sont jamais remis. En même temps, il me semble que c'est assez mal terminé entre les deux. Hein. Il y a pas, ils sont plus ensemble malheureusement, Rigby Rakim, depuis un bout de temps, ouais, on a supputé qu'on s'était dit, comme tous les groupes, il va y avoir une reformation, mais ça ne s'est jamais fait. Là, dernièrement, il est devenu en concert, mais il est devenu en concert tout seul, Rakim. Mais je pense qu'à un moment donné, ils ont dit non, c'est bon. C'est un peu comme... NTM ou d'autres groupes, il y a des fois où ça marche plus, quoi. Eh ouais. Et ben en tout cas, Eric B. Rakim, le premier de ta sélection des 5 du Rewind. On passe au numéro 2. Alors là, du très très lourd, musicalement et en termes de MC aussi. Ready to Die, Notorious Big. Alors, tu as deux versions. Alors ça, c'est le deuxième pressage vinyle. Exactement. En double album. Et puis, il y a eu aussi, plus récemment, mais avec la pochette originale, cette magnifique collection en 45 tours, hein, avec tout. Celle-là, elle est extraordinaire. Ah, c'est vraiment... Voilà. Parce que ça retrace effectivement tout l'album en 45 tours. Et puis, tu as des photos inédites. Ready to Die, c'est l'album qui a aussi Game Changer, à un moment donné... sorti un artiste qui était chez Uptown, repéré par Puff Daddy, qui nous avait sorti un premier maxi qui s'appelait Partian Bullshit. Et en fait, il est arrivé, il a changé la donne. Le mec est arrivé, il nous a donné une vibe. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ils ont accentué un mec de Brooklyn, ambiance ghetto de cette époque-là, avec des samples de funk, soul, qui prenait à contre-coup tout le monde, et on s'était dit ah ouais, non mais le mec est trop fort, c'était extraordinaire. It was all a dream. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic. Ça c'est vraiment l'alchimie entre Sean Puffy Combs à l'époque, qui est Puff Daddy et Notorious Big. Et au même moment, ils avaient sorti l'album de Craig Mack aussi, qui a donné en fait... Flavor in New York. Ouais, Flavor in New York, c'était un carton. Mais c'est surtout que c'était les deux premiers albums de Bad Boy, le label de Puff Daddy, qui a fait en sorte que ils sont rentrés dans l'histoire et ça les avait rentrés sur la carte du hip-hop à New York. Oui, parce qu'en fait, c'était un rappeur plutôt underground et qui était, c'est le moins qu'on puisse dire, pas vraiment sexy. Hein. Il était gros, il louchait, il avait une tête qui ressemblait à rien. Et un as du marketing et du remix qui est Puff Daddy. Et c'est vrai qu'un single comme Juicy, avec ce fameux sample de M2Me que tu connais. Ah, exactement. C'est improbable. Non, mais c'était... Ouais. Et puis, ça c'est surtout au niveau lyrical. Le mec, il a sorti un flow qui a fait que tout de suite, tout le monde a voulu s'accaparer l'image de Notorious Big. C'est pratiquement comme tous les albums que j'ai choisis, pour moi, hein, tous les morceaux sont pas du tout à jeter, ils sont tous... Gimme the Loot avec les deux voix. Laisse tomber. On n'en a pas parlé, mais Eric Rakim, tous les morceaux, c'est des classiques. Et Ready to Die, pareil, il n'y a rien à jeter. Donc tu serais d'accord avec la fameuse rime de Kanye Bus, The Greatest Rapper of All Time, died on March 9, le plus grand rappeur de tous les temps est mort le 9 mars. C'est incroyable. Bon, Tupac, si tu nous entends. Rewind, numéro 3, on reste dans les classiques américains.
Nas, Illmatic. Alors là, c'est la version. Alors, tu as l'original, mais bon. Je retrouve pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on a 50 000 vinyles. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce que. Nas, là, c'est New York. C'est New York. Là, on est sur, pour moi, le premier album où réellement les 10 morceaux sont 10 classiques. C'est-à-dire qu'à New York, on a pris en référence cet album-là comme étant l'album où il n'y a pas un morceau moins bien que l'autre. Ils sont tous égaux et ils sont tous forts. Et ils ont tous une espèce d'ambiance qui donne en fait, même l'intro, elle te donne envie de dire que voilà, tu peux pas ne pas l'écouter en fait. C'est l'album culte. Et qui a été repris il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont fait en fait une espèce de concert philharmonique où ils ont rejoué tout l'album, enfin, extraordinaire. On se dit toujours, ouais, on aimerait bien voir ça ici en France. Maintenant, il faut se déplacer là-bas aux États-Unis. Et il vient de sortir son dernier album, qui est aussi un classique, et il va être au Madison Square Garden en février. Pour présenter son dernier album qui est aussi une tuerie. C'est aussi, Illmatic, c'est aussi, si je ne m'abuse, le premier, ou en tout cas un des premiers, à utiliser justement un producteur différent par morceau. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce qu'à l'époque, tu avais Bomb Squad qui produisait Public Enemy, il y avait plutôt des teams ou des producteurs associé à un artiste. Là, on est dans un truc super éclectique. Là, en fait, il a appelé tous les producteurs qui ou parfois qui connaissaient pas, ou alors qui avaient entendu les prods, et il s'est dit, voilà, moi, je voudrais un morceau de lui, un morceau de lui, un morceau de lui, un morceau de lui. Et ça a fait que des classiques. Donc, c'était une dinguerie. Ils ont sorti que leurs meilleurs morceaux. Non, mais c'est n'importe quoi. Cet album-là, c'est culte. Alors, on aura noté que tu as une petite préférence pour la East Coast par rapport à la West Coast, en tout cas dans tes choix. Mais enfin, bon, c'est... J'avoue que j'étais énormément East Coast, mais West Coast, quand c'est arrivé, quand Dre et Snoop sont arrivés, ok, c'était un branle-bas de combat pour New York, mais moi j'étais trop New York, moi j'étais trop branché là, j'étais trop... Et je dénigrais pas non plus, hein, mais les seuls, de ma connaissance et dans mon entourage, qui allaient là-bas, c'était Stomy et puis l'équipe du secteur A. Eux, ils étaient fans de la West Coast. Il n'y en avait pas beaucoup, en fait, à Paris. Hein. Mais en même temps, je sais pas, l'atmosphère de New York m'a toujours donné cette préférence pour ce rap-là, de Queens, Brooklyn, en passant par Long Island ou le Bronx. Ça fait partie de l'univers. Alors pour terminer sur le sujet East Coast, West Coast, on en parlait juste avant de démarrer ce rewind, tu étais à ce fameux concert, et moi aussi, de Team Dog, qui à l'époque avait fait Fuck Compton, pour l'info, qui était un morceau extrêmement offensif contre la West Coast, disant genre en gros c'est New York qui est le chef, et la West Coast c'est Nas. Ah non, mais c'était quelque chose ce concert. C'était IZB on avait organisé ce concert, je me rappelle, et c'est le premier rappeur où on s'est dit, on sait peut-être que c'est un des premiers rappeurs qui va mourir, tellement c'était amusé. On est presque sur la fin de Guerre de Gang, mais malgré tout, ah non, Compton, c'était pas possible. Le mec a sorti Fuck Compton en disant que bon, le East Coast était beaucoup plus fort. Mais oui, certes, mais il a osé. Alors je connais pas sa vie, hein, mais je pense que la vie, il pouvait pas retourner là-bas. Ah ouais, non, mais c'est une vie compliquée. D'ailleurs, juste pour terminer sur ce sujet, il y a une rumeur comme quoi il était annoncé comme mort, et en fait, il semblerait qu'il soit pas vraiment mort, mais qu'il ait mimé sa mort. Alors, j'imagine qu'il devait avoir des... Pour tous les complotistes qui pensent que Tupac est encore vivant avec Michael Jackson et autres, mais en tout cas, Team Dog, lui, il est peut-être vraiment vivant, mais ça, c'est le suspense. Rewind numéro 4, toujours avec Cut, et toujours... Alors cette fois-ci, on passe au français, donc. Oui. Et là, ça pourrait surprendre certains, parce que c'est un rappeur qui finalement est peu connu de la nouvelle génération, parce qu'il a arrêté, il y a déjà un bon moment de faire du rap, et qu'il n'est jamais revenu. C'est Fab, et cet album, c'est Détournement de son. Fab, ouais. Pourquoi Fab, et pourquoi cet album spécialement? Spécialement, c'est pas parce que c'est un produit WH, mais c'est même pas la question. C'est que à l'époque, Fab était un super bon rappeur, un bon lyriciste, et quand j'ai créé mon label, je cherchais des artistes qui pouvaient effectivement avoir cette verbe et ces textes transcendants. Et il était en label chez Unique Records en Suisse, et j'ai racheté son contrat.
Et à l'époque, je produisais, hein, mais pas autant. Et lui, il a été impartial. Il m'a dit, écoute, moi, c'est très simple. Je veux un album où tu produis le trois quarts des sons. Je fais, ah ouais, ah, c'est chaud. Ouais. Parce que moi, j'étais pas producteur réellement. J'étais producteur, mais en compo, c'était pas encore ça. Et en fait, il m'a sorti les doigts du cul. Et en fait, on a créé cet album-là. Et bah, il est culte parce qu'il y a aussi pas un morceau à jeter, c'est pas parce que c'est du label Double, c'est juste parce que c'est une vérité. Et il y a 6 fois ton nom sur la couverture. Hein. Ouais, je sais. Avec les mixtapes. Oui, c'est lui qui a choisi la mixtape. C'est lui qui a choisi la mixtape en tête de proue parce qu'il voulait absolument faire comprendre aux gens que s'il en est arrivé là, c'est effectivement grâce aussi au mixtape. Et bon bah écoute, il a donné tous ses choix et c'était le choix de l'époque en fait. Et c'est voilà, on a grandi avec les mixtapes et c'était une ode à la mixtape grâce à Fab. C'est ton morceau préféré sur les 4 faces? C'est l'impertinent, j'ai pas le choix. Qui a écrit une lettre au président. Ouais, il était implacable. Le clip aussi, implacable. Persévère, balance du son façon trop sévère. Le faux devient vert et aussitôt il en persévère. Façon persévère, je veux pas que mon fils devienne mercenaire. Je veux qu'il aime sa mère et son dictionnaire. Pour ceux qui cherchent cet album en vinyle, préparez le chéquier parce que, comme beaucoup de rap français des 90s, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Voilà. Dernier Rewind, numéro 5, et non des moindres, de Cut Killer. Et là, on touche à quand même, alors, album culte, le terme serait faible. Déjà, c'est, je pense qu'on peut dire, la plus grosse vente de rap français. Hein, on en est à combien maintenant 1,6 million, ouais, voilà. L'école du micro d'argent. Le classique des classiques. Le classique des classiques. Il faut savoir qu'Ayam, moi, je les côtoie depuis le début, en fait. Pratiquement du début. Quand Concept, la mixtape est arrivée à Paris, je me suis dit, c'est quoi ce groupe? Et c'est Daniel de Ticaret qui me les a présentés quand ils avaient fait la première partie de Madonna. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus lâché. Et en fait, il se trouve qu'à chaque fois qu'ils faisaient leur album, que ce soit à Paris ou à New York quand ils allaient mixer, moi j'étais là, j'étais tout le temps là, en fait. J'étais avec eux, on a fait des tournées ensemble et on a fait quelques collabs ensemble, notamment avec la Canatan sur Metek et Mat. Mais ce qui est intéressant sur cet album-là, c'est que je me rappelle avoir été encore une fois à New York, et puis j'écoute cet album, mais qui n'est pas celui-là finalement, qui est en fait la suite d'Ombre et Lumière, avec des samples chargés, tout ça. C'était avec Nick Sanzano et Dan Wood qui avaient produit, qui étaient les producteurs de Ombre et Lumière. Exactement. Et en fait, il y avait des gros doutes sur cet album-là parce que il y avait la tendance qui avait évolué, changé. Mobb Deep avait changé la donne, les prods avaient changé, c'était plus minimaliste. Donc du coup, en fait, ils sont revenus à Paris et en fait, il y a je me rappelle de ce jour-là, quand il m'avait dit, ouais, tout, je pense que on va changer l'album. Je me suis dit, mais non, mais vous êtes fous, il est mortel l'album. Pareil, j'ai aussi été à New York, j'ai écouté le même que toi. J'ai écouté, mais non, mais je pense qu'on va changer complètement de direction. Ah ouais, mais vous allez quoi? Vous allez enregistrer tout ça? Non, on va garder les bandes, mais on va refaire les musiques. Et putain, je voyais pas. En fait, j'ai compris que quand je suis parti en studio voir ce qu'ils allaient faire, en fait, ils avaient épuré. En fait, ils avaient épuré pour avoir une espèce d'album culte qui est celui-là. Encore une fois, ça fait partie des albums de rap français qui, il n'y a rien à jeter. Tous les morceaux sont ultimes. Il n'y a pas un morceau moins fort que l'autre. Et quand ils sont arrivés avec l'ambiance des clips de Star Wars, avec la saga, l'espèce de trilogie qu'ils ont créée, oh non mais c'est bon, laisse tomber là, ça plie le game. À 17 ans je me suis fait une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme, mon fil de baston et je frappais un coup de pied dans la table tout volé, envelimé par la... Tu sais, moi ce qui m'a étonné sur cet album, c'est qu'en fait, parce qu'aujourd'hui évidemment tout le monde dit Petit Frère c'est un tube, même toi c'est un tube, mais en fait quand c'est sorti, moi je me rappelle très bien, j'étais aussi à New York, j'ai entendu la première version et après la deuxième, mais ce qui est étonnant c'est que finalement à l'époque c'était pas du tout des tubes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on sortait d'Ombre et Lumière où il y avait le Mia, le Feu, qui là étaient faits pour être des tubes et qui sont devenus. Exactement. Mais moi, je me rappelle, le premier sentiment que je me suis dit, c'est cet album est génial, mais il n'y a pas de tube. Ah, il n'y avait pas de tube. C'était pas du tout évident. Il n'y a pas du tout évident. Et je pense qu'ils se sont rendus compte à partir du moment où ils ont épuré, où ils se sont dit, ouais, non, mais finalement, il y a quelque chose de plus intéressant que d'avoir des morceaux où tu as un festival de samples. Et de mon point de vue, c'était quand même assez extraordinaire parce qu'une fois qu'ils ont fini
et masteriser l'album, c'est là qu'ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait des morceaux beaucoup plus forts que d'autres. Et la saga, qui n'est pas du tout un tube à la de base, ils l'ont mis en premier en disant non mais c'est celui-là qu'on... Et le groupe IAM a existé. Ah ouais, non mais classique de fou. Et d'ailleurs, un album qui ressort en version Dolby Atmos. Ouais, c'est exactement. C'est incroyable. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter dans un studio au top du top chez Greg Kihn, qui est un de ceux qui a travaillé sur enfin pas un remix, sur cette redécouverte. Voilà. Et c'est pas qu'on entend un autre disque, c'est qu'on entend des sons qu'on n'avait pas entendus dans la première version stéréo classique. Là, on est sur du 5.1, sur 6.1, t'es là, tu te mets au milieu d'une pièce et t'entends des... Non, l'album est fou. Normal, hein. Écoute, c'est IAM. C'est IAM, voilà, un album multimillionnaire. En tout cas, un des classiques du rap français. Cut, avant de finir, un petit mot justement sur... Alors on en parlait, alors là, il y a aussi, c'est le bonus Rewind, ces cassettes légendaires, hein, tes mixtapes, qui valent d'ailleurs un bras et un rein sur Internet quand on veut acheter les originales. Et là, ça ressort... Tu les ressors à la fois en cassette et en vinyle. En vinyle, ouais. Les cassettes, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus de lecteur cassette, mais c'est juste pour l'objet. Mais c'est vrai que on fait des remastering des mixtapes pour les sortir en vinyle. Pourquoi? Parce que à l'époque, si on avait pu avoir les moyens et la possibilité d'eux, on l'aurait fait. Mais là, je trouvais que de manière culte, c'était intéressant de sortir en vinyle. Et puis surtout, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs en fait. C'est ça la problématique. Il y a effectivement des morceaux préexistants américains, mais parfois des phases B ou des morceaux qu'on ne peut plus retrouver. Et surtout des inédits de rap français qui sont uniquement viables sur le mixtape. Et c'est pas du tout marketing. Quand j'avais sorti Mixtape 2.0 et que j'ai sorti les vinyles, je ne m'étais pas posé cette question. D'ailleurs, le titre, on l'a sorti à la fin, en fait. Mais c'est vrai que les mixtapes, c'est ce qui m'ont fait découvrir, en fait, dans l'univers du paysage hip-hop français. Moi, j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas être passé sur Rapline. Hein, ouais. Bon, les DJ, on n'était pas on était un peu juste là, c'est vrai. Mais sinon... Un nom de plus et tu y étais, je te jure. Mais je trouvais cette émission tellement culte et c'est dommage qu'il n'y avait pas les DJ. Mais bon, on a existé par nous-mêmes et on a sorti les mixtapes. Et c'était magique. Donc pour l'instant, Lunatic, IAM, à venir les freestyles, la mixtape freestyle avec tous les prémices des rappeurs de l'époque, la Clica, bien évidemment, et Ménage à 3 parce que c'est là aussi c'est ça qui m'a fait découvrir avec un autre type de public, parce qu'ils avaient fait une prise d'otage chez moi à Strasbourg-Saint-Denis, donc c'est devenu légendaire. Et, non mais mixtape. C'est les trois qui vont sortir là. Et puis après, il y en a d'autres qui vont arriver, bien évidemment. On attend la suite. Merci beaucoup, Merci Cut. C'est la fin de ce Rewind. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la page. À très vite pour un nouvel Rewind. Et si vous voulez du bon son, du hip-hop, c'est Cut Killer. Yes. Son livre, Mixtape 2.0, c'est Mixtape avec le reste. Et puis ça, voilà. Ouais, ça c'est lui, c'est normal. On fait voilà. l'autopromo. Cut. Yes.